Bonjour et bienvenue sur Télégoël, nous sommes aujourd'hui le 21 février, voici le sommaire de cette édition. Une convention logement en vue d'une future résidence à Liévin, un forum sur le numérique destiné aux jeunes filles au Louvre-Lens-Valais. Le contrat local d'éducation artistique se poursuit avec un artiste musicologue à Saint-Angoël. On va parler dispositif cité éducative à Lens, un concours de robots fléchettes à Salomine. Notre coup de loupe de la semaine appelle à la générosité pour l'association Une grande famille pour Sophie. Mais tout de suite, c'est le programme Give Me Five destiné aux collégiens en présence du ministre de l'Éducation. Give Me Five, c'est un projet totalement imaginé par le groupe Vinci et décliné en toute autonomie, c'est-à-dire qu'on n'adresse aucune subvention, fonds de quelque nature que ce soit autre que les nôtres. Un projet qui consiste à choisir 10 villes en France, en réalité 10 rectorats d'académie, qui sont ceux qui concentrent le plus grand nombre de collèges classés en zone d'éducation prioritaire REP, REP+, et sur chacune de ces 10 zones, de développer 5 programmes différents. Un très en amont qui consiste à accueillir 500 collégiens et donc 5000 en tout sur chacune de ces zones dans le cadre d'un stage découverte mais revisité. Chaque jour nous allons chercher les collégiens avec un quart dans leur collège. Chaque jour nous les amenons sur un site différent de l'entreprise. Chaque jour nous leur présentons un secteur d'activité différent et pas uniquement Vinci, le secteur d'activité. Chaque jour nous faisons témoigner les collaborateurs qui exercent différents niveaux de responsabilité dans ces secteurs d'activité, qui parlent de leur parcours, de leurs études, de leurs difficultés, de leur salaire. Et après un déjeuner en commun, ils ont une fois une visite de chantier et les 4 autres jours, ils ont un atelier pédagogique qui a été conçu en concertation avec le ministère de l'Éducation nationale sur la prise de parole en public, sur le rapport aux réseaux sociaux. Ils passent un passeport Digital Pix et puis là, c'est ce qui se passe en ce moment. Ils découvrent l'interaction avec ce qu'on appelle les parties prenantes, c'est-à-dire comment sur un projet interagit le préfet, le maire, les riverains, les associations et comment j'arrive à trouver des solutions acceptables pour tout le monde. Oui, c'est très important d'offrir des opportunités d'ouverture sur le monde à tous nos élèves et a fortiori à nos élèves qui peuvent être dans des territoires plus défavorisés que d'autres. Et c'est important que toute la société française soit mobilisée sur ce type d'enjeu, que ce soit une grande entreprise comme ici Vinci, ou des petites et moyennes entreprises, ou des associations, les collectivités locales, l'État, bref, toutes les structures qui peuvent offrir aux jeunes des expériences qui leur ouvrent l'esprit et leur permettent de se projeter dans le futur. Donc on voit bien qu'ils aiment ça, que ça leur permet de voir des choses concrètes, puis que ça leur permet de commencer à réfléchir sur leur futur métier, leur future formation, encore dans un premier temps. Ce sont les premières marches d'une réflexion, mais pour eux, ça leur permet de toucher du doigt un peu une ouverture sur le monde qui est évidemment très utile pour eux. Les stages en troisième, c'est une invention d'il y a quelques années, qui a été une très bonne innovation. Mais bien sûr, il faut d'autres choses. D'abord, il peut y avoir des choses qui se passent en amont de la classe de troisième. C'est ce qu'on voit aujourd'hui, puisque ce stage de découverte, il est aussi offert à des élèves de 5e et de 4e. Et puis surtout en aval, c'est-à-dire à l'âge du lycée, c'est important qu'on soit capable d'offrir des stages, non seulement pour ceux qui sont en apprentissage ou en enseignement professionnel, mais de façon générale à tous nos jeunes, puisque c'est important de toucher du doigt des expériences pratiques de la vie professionnelle. En général, les élèves adorent ça. Ça, c'est la première pierre de l'édifice. L'ambition, c'est d'aider ces collégiens à maturer un projet d'orientation. Alors, on est très humble, on sait très bien qu'à la fin de la semaine, ils n'auront pas les idées claires sur ce qu'ils souhaitent faire, mais on espère concourir avec leur environnement familial, le corps professoral, Internet, tout ce que vous pouvez imaginer, les aider à maturer un projet. Aujourd'hui, on célèbre le démarrage d'une opération qu'on appelle Cœur de Ville, qui permet à Maisons et Cités de participer à une demande de la ville et de la communauté d'agglomération de Lens-Liévin, de participer à la restructuration du centre-ville de Liévin, en montant des opérations qui sont plus complexes que ce qu'on a l'habitude de faire, dans la mesure où ça permet de faire de la démolition-reconstruction. On démolit des logements privés qui n'étaient plus adaptés à la situation et aux besoins d'aujourd'hui, pour reconstruire du logement social, soit en accession à la propriété, soit en locatif, ce qui permet donc de recomposer le tissu urbain et d'apporter une offre de logement dont la ville a besoin.
Allez. Alors, c'est un investissement global sur la ville là, de 17 millions que nous réalisons, que nous célébrons aujourd'hui. Voilà, donc on a 2 sites en effet d'opérations de restructuration urbaine. Alors, moi, une opération qu'on appelle Marie-Liétard, qui est vraiment une restructuration urbaine au sens fort du terme. C'est-à-dire que c'est une opération de démolition, reconstruction. On reprend un cœur de quartier, un îlot, que l'on recompose complètement en apportant du logement collectif et du logement individuel, du stationnement, ce qui permet de restructurer un îlot qui était en perte de vitesse depuis des années, qui était déqualifié depuis des années, qui s'abîmait, qui ne donnait pas une belle image à la ville. Et la deuxième opération, elle est située vraiment en face de l'hôtel de ville. Donc c'est une opération évidemment symboliquement importante pour la ville dans la mesure où ça permet de terminer tout cet aménagement de place autour de l'hôtel de ville qui est juste magnifique. On a la chance d'avoir un très bel hôtel de ville et un environnement urbain très agréable. Et il restait une petite opération de restructuration avec cet ancien commissariat de police et cet ancien tribunal d'instance qui n'étaient plus occupés depuis des années et qu'il fallait là aussi démolir. Alors, le partenaire financier et opérationnel principal est Action Logement. Vous savez qu'Action Logement, c'est cet organisme national qui collecte les participations logement des entreprises, et Action Logement finance de manière significative, de manière importante cette opération. C'est grâce à elle, d'ailleurs, c'est grâce à Action Logement qu'on peut réaliser cette opération, parce qu'on avait besoin d'un équilibre financier. C'est pour nous un partenariat à la fois financier et opérationnel qui est essentiel. Célébrer les événements, Monsieur le maire. Faire découvrir les métiers du numérique et de l'informatique aux jeunes filles, c'est l'idée de Numériquel. Organisé au Louvre-Lens-Vallée durant tout un après-midi, ce forum a rassemblé nombreux partenaires et professionnels du territoire venus sensibiliser plus de 200 collégiennes et lycéennes du bassin minier sur les métiers méconnus du numérique. On se rend compte que tous les métiers de demain sont des métiers qui vont être des métiers du numérique et de l'informatique, et pourtant les filles n'y sont pas. On n'a que 15% de filles dans ces métiers. Et donc on leur donne aujourd'hui la possibilité de découvrir et de déconstruire ces stéréotypes qu'on entend tout le temps et partout. C'est voilà, il faut être un geek pour travailler dans l'informatique, on est derrière un écran noir, on passe 10 heures par jour à coder, c'est pas que ça, il y a plein de métiers. L'informatique, c'est pas que informaticien ou informaticienne. Vous avez des métiers du web, vous avez des développeurs, vous avez des community managers, enfin, il y a une tonne de métiers qui sont hyper intéressants et qu'il faut découvrir pour se dire je sais fait pour moi ou c'est pas fait pour moi. On a mélangé lycéennes et collégiennes, on a demandé à tous les établissements volontaires du territoire de participer à cet événement cet après-midi. Donc on a proposé différents types d'ateliers pour que les élèves puissent autant écouter des témoignages de femmes avec femmes ingénieurs par exemple, autant manipuler, autant tester et autant rencontrer des entreprises qui s'engagent à les prendre en stage. Vous avez un stage de 3e par exemple obligatoire, donc il y a des entreprises qui s'engagent à prendre des élèves en stage de 3e, et aussi vous avez des stages en seconde, les entreprises s'engagent à les prendre également. Attirer les femmes vers ce secteur est aussi un des principaux objectifs. Au-delà de l'enjeu économique, la parité des métiers du numérique est un défi sociétal de taille. Seulement 15% des salariés exerçant dans ce domaine technique sont des femmes. 15% des femmes sont dans le numérique, ce qui est trop peu par rapport aux potentialités qu'offre cette thématique au niveau de l'emploi. C'est notre ambition avec le CORIF, le Conseil régional et les services de l'État de démultiplier cette action pour que tous les territoires de la région de Hauts-de-France puissent bénéficier justement de cette action. Aller dans les territoires ruraux, aller dans les quartiers politiques de la ville, faire en sorte que tout le monde puisse être connecté à cette action et puisse en bénéficier. Donc ça va demander un travail de réseau, de cofinancement, mais on fait tous l'effort et on se mettra tous autour de la table pour que ça réussisse. Encore une fois, le numérique, c'est un métier d'avenir, donc allons-y ensemble. Grâce à ces rencontres, échanges et ateliers pratiques, les jeunes filles ont donc eu l'opportunité d'éveiller leur curiosité, de s'aiguiller dans leur choix d'orientation. Reste plus maintenant que cela suscite de belles vocations d'avenir. Numérique est la nouvelle recrue. Moi, Youpi, j'ai réussi.
Le contrat local d'éducation artistique a mis en place la semaine dernière, en compagnie d'un compositeur et de quelques enfants, l'enregistrement de sons de cloche à l'église Sainte-Marguerite de Saint-Angoël. Moi, je suis actuellement artiste en résidence. Alors, une résidence mission qui s'appelle CLEA, c'est Contrat local d'éducation artistique, où pendant 4 mois, je travaille avec des publics divers. C'est beaucoup des enfants, mais pas seulement. Et puis, la thématique, c'est des hommes et du lien sur le territoire, effectivement. Qu'est-ce qui lie des enfants qu'on vient de voir, de CE2, qui ont 6, 7, 8 ans, et puis une personne âgée d'un EHPAD qui a 95 ans, un ancien mineur, qu'est-ce qui lie tous ces gens ? C'est leur territoire, les histoires qu'ils ont à raconter sur ce territoire. Donc recueillir les témoignages de certains sur ce qu'ils ont vécu, faire un recueil de voix, travailler avec d'autres enfants sur la découverte de ce territoire qu'ils ne connaissent pas. Donc l'idée, c'est un peu ça, c'est de croiser les expériences de gens qui ont vécu, qui ont vu la mutation du territoire, d'autres qui sont là, jeunes, et puis qui ne connaissent pas forcément. Et puis c'est en croisant ces expériences que moi, en tant qu'artiste, je me fais une petite idée du lieu, du territoire, comment il fonctionne, et puis par ce médium sonore, parce que je crois qu'effectivement, quand on apprend à écouter, à tendre l'oreille, on comprend beaucoup de choses sur le fonctionnement des lieux, des personnes. Et là, on est dans l'objet sonore, dans la cloche, dans la plénitude de sa sonorité. Et puis, on entend aussi, comme on l'a vu un peu avec les enfants, tout un tas d'autres sons, de cliquetis, de bruits de mécanismes qui se mettent en route, qu'on n'entend pas forcément quand on est sur la place. Voilà, on a fait ce travail-là, donc c'est quelque chose que je fais de façon un petit peu assez régulière, assez systématique, de collecter comme ça les sons des cloches, une par une, dans la façon dont elles sonnent. On l'a vu avec les enfants, le tintement, un coup de marteau ou la volée quand la cloche bouge. Donc, la cité éducative, c'est avant tout l'alliance de tous les acteurs de terrain. Quand on dit des acteurs de terrain, c'est l'ensemble des partenaires qui interviennent déjà, qu'il s'agisse des partenaires sociaux, des partenaires de santé, des partenaires associatifs. L'objectif de la cité éducative, c'est surtout une mise en cohérence. C'est-à-dire que la cité éducative, c'est pas une page blanche qui va faire fi de tout ce qui s'est passé par le passé, de l'ensemble de la mobilisation des acteurs, parce que tous les acteurs du territoire sont mobilisés déjà depuis de longues années pour rendre service à la population. L'objet de la cité éducative, c'est de donner beaucoup plus de cohérence et de force à l'action en les mettant en contact les uns avec les autres et en partageant ensemble une vision commune. Je trouve l'initiative très pertinente de pouvoir accompagner l'éducation des enfants de la maternelle jusqu'à leur réussite professionnelle. Et de fédérer tous les acteurs de cette éducation, que ce soit l'école, la santé, le monde associatif, le sport, tout ce qui va permettre à nos jeunes de devenir les citoyens de demain. Je trouve l'action extrêmement pertinente. Et je dois avouer que pour moi, c'est une des plus belles actions que j'ai eu à voir depuis 20 ans maintenant que je suis dans le monde associatif. Au niveau concret, bien évidemment, c'est une dynamique. La cité éducative n'est absolument pas un projet abouti, c'est une jeunesse permanente. Et donc, nous sommes en jeunesse permanente. Et donc, il y aura un site internet qui permettra à l'ensemble des acteurs de se mobiliser, de faire part aussi de leurs projets et aux usagers, à partir de mots-clés saisis, de trouver des réponses à différentes solutions. C'est les enjeux du territoire. Les enjeux du territoire tels qu'ils ont été identifiés. Au niveau de la cité éducative de Lens, on est sur un enjeu de réussite scolaire. On est sur un enjeu d'accompagnement aussi des parents. Et puis également tout ce qui est problématique d'accès aux soins. Voilà, ça c'est les 3 axes. Et bien évidemment décliné avec les différents ateliers qu'on voit aujourd'hui. On a un espace numérique, l'espace numérique qui est un peu la vitrine de la cité éducative et qui va permettre de construire un parcours numérique du jeune, de la primaire jusqu'au post-bac, puisque sur Lens, on a quand même des excellences au niveau du numérique, puisqu'on a Pop School, on a le Louvre-Lens-Vallée, on a la faculté des sciences Perrin avec une unité de recherche du CNRS, et montrer à nos jeunes qu'ils ont vocation à intégrer, à avoir de l'ambition et à intégrer ce type de dispositif.
La semaine dernière, à Sallaumines, l'association Planète Science Hauts-de-France a organisé le concours de la robotique. Cette association a pour objectif de permettre aux jeunes de pratiquer des activités scientifiques et techniques de manière ludique. Alors aujourd'hui, on est sur un principe de robot fléchette. L'idée, c'est qu'en fait, c'est en gros comme un bowling, sauf que chaque robot va devoir, sur les pistes, au lieu de faire tomber des quilles, percer des ballons. Et pour un ballon percé, un point. Et on va vraiment être sur le même déroulé qu'un bowling, avec à chaque fois, du coup, des enfants qui viendront chacun leur tour sur les pistes et essayer de marquer le plus de points possible, avec aussi différents prix, parce qu'il n'y a pas que la réalisation d'un robot qui va être capable d'éclater des ballons, mais on va avoir aussi des prix comme le prix de la créativité, le prix de l'investissement, le prix du fair play, parce qu'on est aussi sur la collaboration et un travail d'équipe. Et si vous voulez, on a une méthode qui nous permet aussi de travailler sur la façon de faire et vraiment sur de la collaboration avec plusieurs jeunes qui travaillent communément sur un robot qui suit un cahier des charges. C'est plus d'une cinquantaine d'enfants venant de Mazingarbe ou même Bully-les-Mines qui ont participé au concours de la robotique. Ils ont été encadrés par des animateurs formés pour ce projet. Donc 2 jours au niveau 1, 2 jours au niveau 2. Donc après, suite à ça, ça a été vers la formation des jeunes de nos centres de loisirs et de nos ados, de notre centre ado. Donc, et puis cette manifestation a eu lieu, donc nos jeunes de Sallaumines viennent et aussi des autres villes pour s'affronter. On propose à nos animateurs de façon volontaire et les jeunes pareil c'est volontaire. Donc ils se sont inscrits et poursuivent ce projet et ils sont très heureux de venir participer à ce petit concours. Sophie, 40 ans, aimerait se déplacer seule et communiquer avec son entourage. Elle est handicapée moteur et cérébrale depuis sa naissance. On s'en est aperçu quand elle a eu 7 mois. Quand normalement elle aurait dû se tenir assise, se tenir, quoi, peut-être ramper, faire le geste du ramper, et ça elle l'avait pas. Ses parents commencent alors à consulter des médecins et des spécialistes, et c'est la sœur de Sophie qui entend parler d'une nouvelle méthode américaine, le patterning. Grâce à un article paru dans le journal Le Galibo, Sophie et sa famille ont reçu de nombreuses cartes de soutien accompagnées de dons qui lui ont permis de se rendre aux États-Unis. Une méthode complète, à base de lecture, de massage et d'exercices, qui ont permis à Sophie de retrouver de la motricité jusqu'à ses 14 ans. Alors on a dû tester par rapport à ce qu'elle savait faire. Elle avait quel âge à l'époque 6 ans je vais dire. Donc par rapport à ses 6 ans, il fallait trouver son âge neurologique. Il y a l'âge chronologique et neurologique. Et donc il fallait trouver par rapport à ce qu'elle savait faire, quel âge elle avait réellement. Et donc elle avait, mettons, 7 ans, je vais dire 6 ans, 7 ans. On a trouvé 36 mois. Et comme ils ont dit là-bas, ça peut aller très vite ou ça peut être très long. Tout dépend de l'évolution au niveau du cerveau, des cellules qui sont mortes, voilà. Et eux, leur méthode, c'est de trouver un autre chemin, parce que les cellules détruites, on ne peut pas les remettre, mais il y en a d'autres qu'on ne se sert jamais et qu'on peut trouver d'autres chemins dans le cerveau. Enfin, c'est complexe, hein. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Faute de moyens, Sophie doit arrêter la méthode et aujourd'hui, elle ne peut ni parler ni se déplacer correctement. Sa mère Ginette appelle à la générosité des habitants pour un nouveau fauteuil, mais aussi un nouveau moyen de communication. Mais donc une tablette, un moyen de communication qui serait relié à ses contacteurs, parce qu'elle conduit son fauteuil à l'aide de 3 contacteurs là, puis il y en a 2 là. Et donc elle arrive avec sa tête à conduire, à voyager quoi. Et donc ça serait relié, le moyen de communication, là, à une tablette, et puis là. Et donc ça pourrait la faire parler, pas elle, mais une voix synthétique, hein. Et puis ensuite, c'est pour ça que ça coûte si cher. Par exemple, elle pourrait allumer la télé tout seul, elle pourrait ouvrir les persiennes, vraiment... Avoir une autonomie conséquente quand même. Ouais, voilà.